Bonjour, très heureux de vous retrouver. Cette semaine, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands en venant séjourner le temps d'un week-end de 3 jours sur Lyon et ses alentours. Qualifiée de capitale mondiale de la gastronomie depuis 1935, la ville des Lumières est également celle de Paul Bocuse, chef 3 étoiles, consacré cuisinier du siècle par un illustre guide. Dans ce contexte, il me fallait pousser le bouchon, lyonnais forcément, et m'organiser un week-end gourmand en m'intéressant au patrimoine culinaire local à travers ceux qui le subliment. Voilà, vous connaissez le menu de mon week-end. Je vous invite à attacher non pas votre ceinture, mais votre serviette autour du cou. Et je vous invite surtout à venir vous asseoir à ma table le temps d'un week-end gastronomique lyonnais. Bienvenue dans mes échappées belles. Et je sais, rien m'habille. À Lyon, une échappée belle et gourmande à la fois. Table numéro 5, 3 couverts, 2 saumons, une sole. Oui, chef. Le menu est copieux. Alors, je vous ai fait un petit cochon farci avec dedans un peu de veau, un peu de porc. Donc c'est ça, mâchonner, c'est se mettre à table à 8h30 du matin. Et savoureux. Là, c'est un régal pour les yeux, c'est du gâteau, quoi. C'est magnifique. On a déjà faim. Un savoir-faire qui se décline à l'infini. Donc, je te propose maintenant de prendre une quenelle et puis on va la faire tomber dans la sauce mintuage. Le but recherché, c'est vraiment être sur cette sensation de fruits, mais ne pas être sur une saturation de sucre. Là, on va tirer les filets tout doucement pour concentrer le poisson. En l'occurrence, là, c'est surtout des carpes. On est quelque part les ambassadeurs de notre terroir. Bon, ben, on fait savoir ce qui se passe sur notre beau territoire. 1, 2, 3. Dans une ville qui bouge. À Lyon, la gourmandise est un héritage qui se transmet de génération en génération. Monsieur Bocuse est en photo partout. Ah bah Monsieur Paul est partout ici. Voilà. Bienvenue à Lyon et bon week-end. Merci. Ciao. Bon appétit, Jérôme. Bonjour Sonia. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Super bien. Je suis très heureuse de t'accueillir à Lyon. Ben merci, je suis très heureux d'être là également. Je vois que tu es aux couleurs de la ville, parce que Mais le bleu oui, est la couleur voilà. de la ville. Et je t'accueille devant cette fresque des Lyonnais. Je trouve que c'est une façon ludique d'apprendre les personnages, mais aussi toute une part de l'histoire de Lyon. Ouais. Donc je ne sais pas, est-ce que tu reconnais quelques personnages? Ça doit être Frédéric Dard. Oui, le papa de San Antonio. Bon, l'abbé Pierre, l'abbé évidemment. Pierre, évidemment, mais on a des personnages... Ah, les frères Lumière, là. Ah oui, les frères Lumière, très importants. On a Saint-Exupéry. également Édouard Herriot, maire de D'accord. Lyon pendant 50 ans. Ok, ouais. Et également Tony Garnier, un très grand architecte. D'accord. Et s'il y a un personnage sur cette fresque qui te touche particulièrement, j'imagine que c'est Paul Bocuse. Complètement. Alors, tu as eu l'occasion de travailler avec lui? Je n'ai jamais eu l'occasion de collaborer avec lui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il m'a beaucoup aidé quand j'avais mon restaurant à Lyon. Et je dirige en fait un magazine en son nom, Bocuse Magazine, Ok. qui parle justement de la transmission, parce que la transmission en cuisine, c'est une valeur très très importante, et des techniques culinaires. Ouais. En allant à ton hôtel, je te propose d'aller goûter une petite brioche, mais pas n'importe quelle brioche, une brioche à la praline. Très bien. Donc, un goûter dès le matin, quoi. Voilà, Ok. Ça promet. on y va. On arrive enfin à la maison Pralu que je voulais te faire découvrir. Eh bien, il y a une file d'attente, là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité ici? Eh bien, il y a cette fameuse praluline. En fait, c'est une brioche qui a été inventée par monsieur Auguste Pralu, D'accord. un petit peu comme l'accident des sœurs Tatin. Un jour, ce pâtissier avait des pralines concassées qu'il a fait tomber dans sa préparation de brioche. Il a mis ces brioches en vitrine. Succès fou, elles n'ont jamais quitté le devant de la scène. D'accord. Donc là, c'est vraiment la brioche que tu dois découvrir aujourd'hui. Elle est très particulière parce que tu vas voir, les pralines en cuisant vont fondre un petit peu dans la brioche et c'est quelque chose d'assez redoutable niveau gourmandise. Alors tu vois, tu as Bonjour. différentes tailles. Ah oui, en effet. Ah, je connais pas ton degré de gourmandise, alors bon... moi, Grand, très D'accord. grand. Ok, on prend une grande. plaisante. On prend une grande alors, s'il vous plaît. Parfait. Merci bien, Merci, bonne journée. au revoir. Au revoir. Bon, rassure-moi, tu m'emmènes pas au théâtre, on va déguster la praluline avant. Oui, on va le déguster avant. Ça nous permet quand même d'admirer le théâtre des Célestins, un très joli bâtiment. On va s'installer sous les arbres. Je te laisse admirer quand même la tranche. C'est très pour voir joli. la... Ouais. Voilà. Si ça, c'est pas gourmand.
C'est gourmand et c'est croquant avec la praline. Très bon, c'est pas sec qu'une seconde. Si je commence le premier jour de mon week-end à attaquer avec des goûters matinaux comme ça, je pense que dimanche, je rentre en roulant chez moi. Allez, encore une dernière bouchée. Lyon attire plus de 5 millions de touristes par an. C'est devenu l'une des destinations les plus prisées en Europe. Et pour ses visiteurs, arpenter les rues de la ville rime bien souvent avec découvrir ses spécialités. Vous savez sans doute que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. Elle a reçu ce titre en 1935. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer pourquoi on a reçu ce titre. Pauline est une Lyonnaise pur jus qui aime partager sa passion pour la gastronomie de sa ville. Elle emmène ses touristes anglais, australiens ou encore russes à la rencontre des artisans locaux. Je vous suggère d'ouvrir grand vos narines car il y a une très bonne odeur de fromage. Vous n'avez jamais goûté le Saint-Marcelin avant? C'est la première fois. Premier arrêt, première découverte chez ce fromager incontournable de Lyon qui surprend ses visiteurs étrangers. C'est assez sec, mais oui, ça va. C'est intéressant. Pendant 4 heures, Pauline et son groupe de touristes marchent sur les traces des commerçants qui ont fréquenté Lyon dès le Moyen-Âge. Située au carrefour de plusieurs routes commerciales en Europe, la ville était réputée pour ses nombreuses foires. Lyon, du coup, a développé depuis très très longtemps une tradition vraiment de l'accueil, avec beaucoup d'auberges qui se sont ouvertes, des restaurants pour accueillir et nourrir comme il se devait tous ces marchands. Et puis bien sûr, ces marchands aussi ont amené leur culture alimentaire, leurs produits, qui ont participé à faire de Lyon cette ville gastronomique qu'on connaît aujourd'hui. La petite troupe s'arrête dans l'un des fameux bouchons lyonnais. Bonjour, bienvenue. Le patron, Joël, a travaillé 11 ans chez Paul Bocuse avant d'ouvrir son propre bouchon. Alors là, on leur fait une initiation à nos chers touristes. On leur fait des choses qui sont faciles à déguster, parce que la cuisine lyonnaise, c'est quand même basé essentiellement sur les abats. Comme là, par exemple, on a la queue de bœuf. Donc finalement, c'est une chair qui est hyper goûteuse. Après, on a la terrine de foie de volaille, qui est donc aussi les abats de volaille. Donc ça permet de découvrir un peu la cuisine lyonnaise et les abats dans une première étape. Si on n'a pas d'a priori, on ne peut que aimer, quoi. On reconnaît un bon bouchon parce qu'on est bien accueilli. Le patron peut avoir un peu des formes généreuses, ou la patronne. Et voilà, dès qu'on arrive, on s'y sent bien, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est l'histoire de cette cuisine généreuse que Pauline aime raconter à la fin de sa visite. À partir de la fin du 19e siècle, des femmes employées comme cuisinières chez des familles bourgeoises vont progressivement se mettre à leur compte. On les surnomme les mères lyonnaises et leurs tables deviennent les plus courues de la ville. La mère Brasier est la première femme à avoir obtenu les 3 étoiles au guide Michelin. Et vous pouvez peut-être reconnaître quelqu'un dans le fond? Un chef lyonnais très connu. Paul Bocuse, yes. Il a été formé par la mère Brasier. Pour vous dire à quel point elle était quelqu'un d'important. La plus célèbre mère lyonnaise inspire encore les chefs d'aujourd'hui. Mathieu Vianney est l'un de ses héritiers. Encouragé par Paul Bocuse, ce Lyonnais d'adoption a repris en 2008 le mythique restaurant de la mère Brasier. Le choc que j'ai eu quand je suis rentré chez la mère Brasier, c'était cette ambiance, trouver ces petites salles partout. Le bar était comme ça avec ses faïences. Pour moi, reprendre cette maison, reprendre la mère Brasier, il fallait que j'essaye de trouver une filiation avec la mère de tous les cuisiniers, parce que c'est un peu ça. Je me suis dit, quelle aurait été la cuisine de la mère Brasier en 2008, si elle avait été là. De la mère Brasier, il garde certaines associations de goût, tout en recréant ses recettes classiques. Très vite, il décroche ici sa seconde étoile au guide Michelin. Là, je suis en train de dresser un plat du menu déjeuner, un cochon particulier qui a été maturé dans du foin. Et on fait un jus au foin, des petites pousses de moutarde.
Service, s'il vous plaît. Le chef met les petits plats dans les grands. À Lyon, plus qu'ailleurs, le repas est un moment privilégié. Une des maximes lyonnaises que j'aime beaucoup, c'est au travail on fait ce qu'on peut, mais à table on se force. Voilà. Et ça veut tout dire. Le moment du repas, c'est un moment important. Rythmer la vie des gens grâce au goût et aux saveurs, c'est ce que s'attachait à réaliser le grand Paul Bocuse. Décédé en janvier 2018, sa mémoire habite chaque cuisine et chaque table lyonnaise. Écoute, nous voilà place Bellecour, une des plus grandes places d'Europe. L'épicentre de la ville? Ah oui, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où les gens se croisent. On passe tout près de Louis XIV. Voilà, pour la petite histoire, le sculpteur s'est suicidé parce qu'il a oublié à la fin de sa sculpture les étriers. Ah, voilà, c'était un petit peu dur. Voilà. Mais c'est une très belle statue. Et voilà, nous sommes arrivés à ton hôtel. on se retrouve ici? À tout à l'heure. À tout de suite, j'arrive. Hein. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. J'ai une réservation au Bienvenue. nom de Pitorin, merci. Très bien, je vous accompagne. Merci. Voici votre chambre, qui donne donc sur la place Bellecour. Je vous laisse vous installer. Ça marche, merci. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Ça va bien, enchanté. Alors comment ça s'appelle, ce véhicule? Un cyclopolitain. Cyclopolitain. Très bien. Écologique, pratique. Oui, ça a l'air électrique, j'espère pour vous en tout cas. Hein. Allez. Ah, c'est sympa comme tout. Là-haut, c'est la basilique Notre-Dame de Fourvière, c'est ça? Notre-Dame de Fourvière. On va également arriver devant l'hôtel de ville, sur cette grande place, la place des terreaux. Alors tu sais Jérôme, j'aimerais bien qu'on aille acheter quelques légumes parce que je voudrais te cuisiner quelque chose. D'accord, alors donc il y a un marché dans le quartier? Non, en fait j'aimerais aller à la ferme. À la ferme? Samir, je ne suis pas sûr que tu sois vraiment d'accord pour traverser la campagne lyonnaise. Non, mais si, parce que cette ferme est à Lyon en fait, mais vraiment dans Lyon. D'accord. Alors là on arrive chez Pierrot. Chez Pierrot. Dans le 9e arrondissement de Lyon, Ok. c'est assez incroyable. Tu vois, une ferme en pleine ville. Pierrot, c'est Sonia. Ah, c'est Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. J'ai pas peur, tu as l'habitude des chiens. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas Jérôme. Jérôme. Je l'accompagne. Pierrot, bah très bien. Ah oui, parce qu'elle a peur toute seule, donc... Ah bah oui, oui, toute seule, oui. Je vois 1896, c'est l'origine de la ferme, ça? Tout à fait, donc c'est mon arrière-grand-père, donc la 4e génération, qui a pris la ferme à l'époque. Et c'était comment, il y a plus d'un siècle ici? La ferme était là, mais j'imagine que la ville était pas aussi étendue, donc elle ne venait pas jusqu'ici. Alors exactement, on a été rattaché à Lyon en 63. D'accord. Après, bon, il y a eu plein de fermes qui ont été vendues, et donc depuis, voilà, c'est la dernière ferme de Lyon. Et vous faites donc, il y a quoi? Vous avez Alors, des poules, petite puisque, basse-cour. oui, donc les enfants, quand ils viennent avec les parents pour acheter les légumes, en même temps, ils viennent voir les poules. Oui. Il y en a qui n'ont jamais vu une poule. Les lapins, avec les tout petits lapins, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et ça, c'est super, toi. Ouais. Alors, mon Pedro. Alors, bébé. Ouh là là. Bonjour Pedro. Et voilà. Bonjour Pedro. Et Tu vas bien? 3 ans. Bientôt 4, Pedro. Oh là là, tu vieillis, Pedro. Oui. On s'imagine pas quand on roule sur Lyon. On s'imagine pas avec 6 hectares de verdure comme ça. C'est impressionnant. Complètement. En fait, il y a quelques années, il y a eu un projet avec une ZAC pour racheter ton terrain. Le plateau de Et Saint-Robert. voilà, et d'installer des tours. C'est ça qui Eh était oui, terrible. des tours Et de tous les 21 gens se étages. sont mobilisés. On avait récupéré 2000 signatures Oui. sur les pétitions parce que les gens étaient vraiment contre. Super, hein? Magique. Je suis obligé de mettre une barrière parce que sinon Pedro il mangerait tous mes légumes. Bon, tu vois Sonia, on arrive vers le cerisier là. On va pouvoir ramasser un petit peu. Allez hop. Donc là, tu vois, ça c'est de la renversion.
Alors tu sais, qu'on ramasse bien avec la queue, c'est primordial. Alors donc toi tu es ouvert au public, c'est-à-dire que si moi demain je suis de passage à Lyon et je veux venir acheter des produits, je peux passer chez toi, tu vas en direct? Oui, tout à fait. Donc seulement le lundi soir et le jeudi soir à la ferme, puisque donc c'est les 2 jours où je ramasse pour vendre justement des produits frais. Et les gens sont habitués, ils me connaissent et ils viennent régulièrement. Tu sais, Pierrot, on va peut-être aller voir les légumes que tu as ramassés. Ah bah comme oui, ça, je vais parce que voir, parce que je vais cuisiner surtout. J'ai commencé à préparer pour le marché de demain matin, donc comme ça. J'aimerais, si c'est possible, un peu de verdure avec de la salade, des herbes. Oh, les radis, magnifiques. Les radis, les petits radis nouveaux. Est-ce que tu as des petits oignons frais? Ben oui, bien sûr, j'ai tout ça, regarde. Les plus petits possibles, voilà. Regarde-toi, c'est petits Super. nouveaux. Bon, ça, ils sont beaux. Ça. C'est magnifique. On a déjà faim. Quelle chance d'avoir ça en plein cœur de la ville. Merci, Pierrot. Tout frais. C'est magnifique. Merci à toi. Alors là, tu vois, Jérôme, on arrive au parc de la Tête d'Or. C'est vraiment le très grand parc de Lyon. Non, la grille est impressionnante, hein. On se croirait à Versailles. Alors tu sais, c'est le plus grand parc urbain de France. Il fait à peu près 120 hectares. Ah ouais, en effet. Et alors là, par exemple, tu vois, tu as le lac pour faire un petit peu de barque. Après, si tu veux, il y a un parc animalier là-bas. La classière elle-même, elle est magnifique. Hein. Alors voilà, Jérôme, on arrive à la maison. D'accord. C'est par ici. Ah, c'est par là. Voilà. Pardon. Ah oui. On n'a pas fait exprès. Tu habites rue Étienne Rognon. On est d'accord. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, je te propose d'aller cuisiner, justement. D'accord, des rognons? Non, bon. On va préparer du saucisson pistaché. Ah, autre spécialité lyonnaise. Hop. Merci. La cuisine, c'est par ici. Grande cuisine, magnifique. Ouais, faut ça. Belle lumière. Donc, les radis de Pierrot. Allez. Wow. Je te propose de commencer par le saucisson. En fait, c'est un cervelas, donc un saucisson à cuire. Celui-ci, je l'ai choisi Maury pistache, mais il existe plein de parfums. Super, en tout cas, on va les Maury, il y a les petites pistaches là. Ah oui. Alors en fait, on démarre toujours à froid, sans sel, sans rien, juste dans l'eau. Dans l'eau, et tu fais Petit bouillir l'eau. frémissement et une vingtaine de minutes. Est-ce que tu ferais un petit coup de pâte à pain? Si tu veux. Je te laisse la pétrir quelques secondes. Alors explique-moi, comment tu as pris goût à la cuisine? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, toi? En fait, je suis née dans une famille arménienne où la table a une grande importance. Ouais. J'ai toujours cuisiné avec ma grand-mère. Alors des petites choses, hein. J'ai appris à faire des petits gestes quand j'étais toute jeune, vers l'âge de 4 ans. Et en fait, ma passion, c'était l'écriture. Et j'ai commencé en étant journaliste. D'accord. Donc en découvrant lors des reportages le métier de cuisinier, je me suis vraiment retrouvée dans ce métier très complet. Et j'ai tout plaqué. J'ai ouvert un restaurant pendant 7 ans à Lyon. Okay. Une très belle aventure. Et puis il y a quelques années, une dizaine d'années environ, j'ai eu envie de faire d'autres projets. Par exemple, faire des livres de cuisine, de transmettre ma passion de la cuisine et de montrer à quel point la cuisine, ça peut être quelque chose de très accessible. La cuisine, ça rend heureux. La cuisine est un antidépresseur. Je revendique la cuisine comme outil de bonheur et de bien-être. Super. Tu vas badigeonner la pâte à pain avec un petit peu de jaune d'œuf. On prend notre saucisson et on va en fait pincer pour bien sceller la pâte. Alors on va le laisser cuire 30-35 minutes à four très chaud. Tu as vu, je l'ai fait préchauffer à 235 degrés. Oui, pas mal. Alors Jérôme, je vais te montrer notre petit coin secret, notre bureau où tout se passe. Bonjour. Bonjour Jérôme, ravi de te rencontrer. Salut, ça va, tu travailles? Ben oui, un petit peu, on est en train de choisir des photos
pour un sujet, voilà, pour le nouveau magazine de Bocuse. D'accord. 25 ans qu'on vit et on travaille ensemble, voilà. Wow. Le cuisinier, c'est Karen Torosian, qui a gagné le championnat du pâté en croûte, qui a eu lieu. Championnat du pâté en croûte. Oui. Championnat du monde. Du monde. Attention. Du pâté en croûte. C'est excellent. On soupçonne pas ça du tout. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est toi, ça? Oui. La cuisine anti-gaspi. Pour moi, ma philosophie de l'anti-gaspi, c'est d'avoir des plats très élégants qui te donnent envie même d'inviter des amis et de leur proposer des épluchures et des restes. Il y a des chouettes choses, dis donc. Ah. Ça sonne? Ça sonne. Donc je pense qu'il faut qu'on aille On a voir notre réquisitionné. saucisson. Allons-y. Oh. Et voilà, ton œuvre. Notre œuvre. C'est très beau. Emmanuel? Alors? Eh ben, moi, ça me paraît très bien. Maintenant, il faut le goûter. Moi, je me régale, hein, franchement. Eh bien, merci pour cette découverte. J'imagine qu'on va déguster d'autres choses ensemble d'ici la fin du week-end. Oui, je vais t'emmener mâchonner et puis il y aura aussi quelques surprises. Ah, on va mâchonner. D'accord, bien. Au cœur du Beaujolais, ce château abrite depuis 40 ans une école 100% japonaise. Ces étudiants nippons, âgés de 19 ans, complètent ici leur formation de chef cuisinier dans une école unique en son genre qui leur est entièrement réservée. Pour Kenya, la gastronomie française est la référence mondiale. Je viens de te dire de travailler avec ta tête. J'étais au collège quand j'ai goûté pour la première fois de la cuisine française au Japon. Je me souviens avoir été surpris par la belle présentation et le très bon goût que ça avait. J'ai eu envie de voir comment on faisait en France, quel genre d'ingrédients sont utilisés. Après un an de formation au Japon, Kenya et ses camarades ont 5 mois pour se perfectionner en cuisine française sous le regard attentif de leur professeur. Devant les moules panés, ok? Hier, c'est pas joli, donc bien travailler, s'il vous plaît. Notre rôle, c'est de les préparer. Donc c'est vraiment de les mettre devant la situation d'une cuisine française, où là, ça va booster un peu. La grosse difficulté, c'est la langue française. Au niveau technique, on s'en sort toujours plus ou moins, mais la compréhension de la langue française, c'est assez difficile. Surtout au début, parce qu'ils ont très très peu de notions de français quand ils arrivent ici. Ajoute, s'il te plaît. Un peu ketchi, hein. Choto ketchi, hein. Choto ketchi. Top, top, c'est bon. Vérifiez. Le directeur de cette école pas comme les autres a bien connu le fondateur, Shizuo Tsuji, un journaliste gastronomique japonais, grand ami de Paul Bocuse. C'est donc le fondateur, M. Shizuo Tsuji, son fils, l'actuel président Yoshiki Tsuji, et bien sûr Paul Bocuse. En 1980, c'est avec l'aide du pape de la cuisine française que Shizuo Tsuji crée une école à 40 km de Lyon, 20 ans après l'ouverture de sa première école à Osaka, au Japon. L'idée d'être dans le Beaujolais, c'était de trouver un site quand même tranquille pour que les élèves puissent étudier à l'écart de la ville, montrer notre culture, la culture des châteaux, des très beaux établissements, et bénéficier aussi de l'environnement pour les produire. On aurait peut-être été à Paris, on aurait attiré peut-être beaucoup d'élèves, mais les conditions d'exploitation auraient été beaucoup plus difficiles. Table numéro 5, 3 couverts, ça marche. 2 saumons, une sole. Oui, chef. Poursuivre un Saint-Pierre, un veau, un pigeon. Chaque jour, les élèves doivent assurer le service comme dans un vrai restaurant. Ils sont tour à tour cuisiniers, serveurs ou clients. Monsieur, ça te dépôt au jambon de pain. Bonne continuation. Merci. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont différents de ce que l'on trouve au Japon et que l'on aime ou pas. Goûter tous ces ingrédients fait partie de l'apprentissage et permet de développer son sens du goût. Sinon, j'ai beaucoup de mal avec les fromages.
Pour la plupart de ces étudiants, c'est la première fois qu'ils vivent dans un pays étranger. Le week-end, ils peuvent profiter de la vie dans le Beaujolais. Aujourd'hui, l'équipe de foot de l'école affronte celle des vétérans du village. Ce genre d'événement nous permet d'échanger avec des Français. Et surtout, ça nous permet de nous rapprocher des habitants du village. C'est une très bonne expérience. Ce moment de détente et de partage avec les habitants leur permet de découvrir la culture locale. Et l'art de vivre à la française marque des points auprès des étudiants. Après seulement 2 mois ici, Maiko, qui pensait rentrer au Japon après ses études, envisage de travailler en France. L'importance que les Français accordent au temps passé en famille et que j'ai pu observer quand j'ai été invitée chez des familles françaises, leur façon de travailler et de mettre leur temps libre à profit. Tout ça, c'est très différent de la manière dont nous utilisons notre temps au Japon. Et je suis très curieuse d'essayer de vivre comme ça. C'est pour ça que j'aimerais revenir en France. Avant Maiko, d'autres chefs nippons ont fait le choix de s'installer dans l'Hexagone. Formé à l'école Tsuji au Japon, Tsuyoshi Arai a fait ses gammes à Tokyo. Mais c'est à Lyon qu'il a choisi d'ouvrir son restaurant en 2009. Avant, le but des chefs japonais était de venir apprendre la cuisine française sur place. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui viennent pour tester leur cuisine ici. Et ils le prennent comme un challenge. Pour Tsuyoshi, le pari est réussi. Ces mets raffinés, avec une base de cuisine française et une touche japonaise, ont rapidement séduit les gourmets. Son restaurant affiche complet tous les soirs. Après 10 ans à Lyon, Tsuyoshi n'imagine plus sa vie ailleurs. J'aime à Lyon, donc j'ai resté toujours ici. Tsuyoshi a trouvé la ville idéale où laisser son talent s'épanouir. Comme lui, ils sont une vingtaine de chefs nippons étoilés en France. Parfait, madame Richard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Magnifique. Il a son grand frère aussi, Saint-Félicien, qui existe aussi truffé. Alors, bonjour, quand il est bonjour, Jérôme. Bonjour madame, pardon, vous bonjour. Bonjour. Je vous en prie, vous discutez fromage. On est en train d'échanger. Oui. Vous pouvez vous en douter. Hein. Bon, ça se passe bien, tu peux faire quelques photos au hall. Ouais, tout à fait, exactement. Voilà, et on rencontre de belles personnes, passionnées de leur métier. Je vois que Monsieur Bocuse est en photo partout. Ah bah Monsieur Paul est partout ici, voilà. bien sûr. Vous fournissez peut-être ces établissements? Oui, depuis toujours. Monsieur Paul nous amenait toujours à l'excellence et il était amoureux du terroir. Donc les halles portent son nom, elle s'appelle Halle de Lyon Paul Bocuse. J'espère que tout le monde a bien conscience de l'importance de la qualité des produits. Donc toi, tu dois te régaler ici, toi qui fais de la photo culinaire, d'avoir des produits comme ça de si grande qualité. Voilà, là c'est un régal pour les yeux, c'est du gâteau quoi. Ou du fromage. Ou du fromage. Merci madame. Je vous en prie. Mesdames, grand plaisir. bonne journée. Merci, au revoir. Madame Richard. Merci bien. J'ai très envie, hein. Je me retiens, parce que je sais qu'en 3 jours, sinon je vais revenir avec 10 kilos de plus. Alors Jérôme, je suis venu pour récupérer des produits qui vont servir à réaliser des photos un peu plus tard. D'accord, ok, ça marche. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va, merci. Nous sommes à la recherche d'écrevisses pour faire une sauce Mantua. Allez, parfait, je vais vous chercher ça. Superbe. Donc la sauce Mantua, c'est celle qui accompagne les quenelles? Oui, voilà, de c'est Bretagne. ça. Exactement. C'est un beurre, voilà. On réalise un beurre d'écrevisses. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Merci, monsieur. Merci. Et deux volailles classiques? Très bien.
Donc là, Jérôme, on vient chercher des quenelles. Des quenelles de brochet, voilà, quenelles lyonnaises. Ah oui, alors creuse sèche, épinards basilic, chèvre, olive, tomate, morille. Ah ouais. Messieurs, eh ben écoutez, on a besoin de quenelles au brochet. Oui, très bien. Ça tombe bien. Tout brochet, comme ceci, 30% Tout de brochet. Et quelle est l'origine de la quenelle? C'est vraiment lyonnais ou ça existait auparavant? Là, c'est vraiment la région. Il y a eu tellement de brochets que du coup, un boulanger a eu l'idée justement de faire une pâte à choux, parce que c'est une pâte à choux, et d'incorporer dans la pâte à choux de la chair de brochet. Et je crois que ça date de 1800, 1830, quelque chose comme ça. Ah oui, exactement. Bonne journée. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est mignon comme tout ce quartier. On est dans quel coin là? Alors ici, on est sur le quartier de la Croix-Rousse. C'est le 4e arrondissement de Lyon. C'est un arrondissement qui surplombe le reste de la ville. Pardon, Après merci. toi. Eh bien, bienvenue Jérôme, mon petit studio à moi. C'est Excellent. ici que se créent pas mal de choses. Là, tu as 2 photos des lyonnaiseries. Lyonnaiseries. Ouais. On a le rognon de veau qui va être pané. Donc là, il est en train de tomber dans la farine. Et sur la gauche, on a le gratin de macaroni. C'est quoi le principe? L'idée, c'est de décomposer chaque recette avec les ingrédients qui la composent. D'accord. Et tu m'as pas expliqué alors pour qui tu travailles? Tu travailles plutôt pour les magazines? Oui, alors du magazine spécialisé culinaire, de la presse, du chef étoilé, comme Paul Bocuse par exemple. Ouais. Super boulot, hein. Bravo. Merci Jérôme. Ouais, c'est chouette. Un sacré regard sur les choses et on a envie de manger tout ce qu'on a dans les assiettes que tu sublimes vraiment. Eh ben, écoute, on va encore essayer de faire mieux maintenant. Donc là, Jérôme, il va s'agir de remplir le bac qui se trouve au-dessous de l'appareil photo. De sauce Nantua. Et ça va nous donner la base de notre photo. On dirait presque de la peinture. Donc je te propose maintenant de prendre une quenelle, par exemple. Ça marche. Et puis, on va la mets faire où tomber dans la sauce Nantua. Je vais te montrer la position idéale. Et juste ici, voilà, exactement. De ce côté? Voilà, tout à fait. Donc je vais la jeter. Allez. Quand tu veux. Alors? Et voilà, Jérôme, magnifique. Écoute, ça te plaît? résultat magnifique. Incroyable. Ouais, c'est superbe. Tu vois, on distingue bien la matière de la quenelle. Et puis, on a une belle éclaboussure, ce qui veut dire qu'on a réussi à capter l'instant où la quenelle est venue toucher la surface de la sauce Nantua. Donc là, on a un résultat parfait. Et maintenant, je vais lancer l'écrevisse. Eh ben, lance l'écrevisse. Allez. Est-ce que tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît, Avec Jérôme ? grand plaisir. Alors, verdict? Verdict, c'est pas mal. Elle est de côté un peu. Elle est un petit peu de côté, voilà, exactement. Donc, ça veut dire que tu dois souvent recommencer? 10, 20, 50 fois. Oh là là. On peut y passer toute une nuit, quoi. D'accord. Ouais. Bon, moi j'ai une pièce de théâtre ce soir, de laisser avant. Ouais, je comprends. Il y a jusqu'à minuit. Mais je serais curieux de voir le résultat avant de repartir. Eh ben, pas de souci, je passerai avec le résultat. D'accord. Allez, Jonathan. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis on se voit demain. Et on se voit demain. Ça marche. Entendu. Et je croise les doigts pour les plongeons d'écrevisse. Ouais. Excusez-moi. Pardon. L'actualité, quelle rigolade,
il y a des guerres et puis il y a des réfugiés. On vous parlera des politiques, des attentats et puis des raz-de-marée, des juifs, des imams et des catholiques, des manifestants et des policiers. Je te dis que non! Ah, je te dis que si! Et moi je te dis que non! Eh ben non, c'est moi qui dis que non! Je te dis que si! Ah ben non, je te dis que non! Je sais plus qui dit non, qui dit si, alors tu caches pas ton avis! Bonsoir. Bonsoir. Je viens dans les coulisses. C'est Emma? Bah oui, oui, oui. Salut, Jérôme, on s'embrasse? Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette tradition du théâtre de Guignol est née ici, à Lyon? Alors oui, c'est né à Lyon dans les années 1800, allez, entre 4 et 10. Donc c'est Laurent Mourguet qui a été arracheur de dents en place publique. Et qu'à ce moment-là, il avait un acolyte musicien qui pichetronnait pas mal du jus de raisin, oui. On appelle ça comme fermenté. Ça. Voilà. Et ce gars-là, il a disparu du jour au lendemain. Et du coup, Mourguet aurait sculpté sa première marionnette à l'effigie de ce monsieur-là. Et c'était pour distraire ses patients ou... Alors, c'était un peu ça, ouais. Et c'est vite devenu en fait une espèce de gazette en direct des actualités locales. Vous reprenez le principe initial finalement de faire des satires et des parodies aujourd'hui encore. Alors ce soir, c'est exactement le cas. D'accord. On est pile poil là-dedans. C'est une satire politique et sociale qui s'écrit très vite, qui se répète très vite et qui joue qu'une seule fois. Waouh, mais chapeau. On fait aussi du spectacle jeune public. Bon, eh bien, bonjour, je suis Madame Pitorin, je suis la maman de Jérôme, hein, comme vous pouvez le voir, nous avons la même couleur de cheveux, hein, c'est évident. Hein. C'est très chouette. Bon, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Eh bien, salut les gars, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, mais c'est bien. Allez, l'odeur qui vient de là, hein. C'est du Bordeaux! Du Bordeaux? Ouais. Il y a des Bordelais dans la salle? Je me demanderai de sortir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il y a vraiment des gens qui sont là, vraiment, ils restent. Non, moi je te dis que non! Non, alors si tu dis non, je dis si! Oh non! Bah si! Bah si! Vous allez vous réconcilier. Bon, pas impossible. On va planter un arbre. Trump et Macron, oui. Ils ont planté un arbre. Bon, c'est bon, je vais chercher un arbre. Je vais chercher une cache. Vous l'avez vu passer quelque part? Génial, je suis là. Ah, il est là! Oh non, pas là-bas. Viens ici! Pas là-bas. Viens! Et encore tiens! Merci! Merci les gars! Merci à tous! Située de part et d'autre du fleuve, en aval de Lyon, la vallée du Rhône est le premier verger de France. Toutes sortes de fruits y poussent selon les saisons. Une source d'inspiration inépuisable pour Philippe, sacré meilleur confiturier de France en 2004. Chaque semaine, il sillonne les routes de sa région à la recherche des meilleurs produits. On a une région très riche en fruits et en producteurs aussi, des petites aussi exploitations. On a beaucoup de marchés de producteurs, que ce soit en conventionnel ou en bio. C'est l'énorme avantage de cette région. Et pour moi, en tant que confiturier, c'est l'idéal. Dans un rayon de 50 km, je trouve à peu près de tout. Aujourd'hui, il rend visite à l'un de ses producteurs installés dans les monts du Lyonnais, une zone de petites montagnes où l'on cultive traditionnellement les fruits rouges, comme la cerise ou ici les fraises. Bonjour Dominique. Ça va bien? Alors, ces fraises, qu'est-ce que ça donne? On est sur une belle saison. Voilà, regarde, tu vois. Tu peux les goûter. Allez. Voir ce que tu en penses. On fait le test. On fait une bonne confiture avec un beau fruit. Ah oui, très parfumé, sucré. Enfin, du bon fruit. On est là sur un territoire là, des monts du Lyonnais où la plantation de fraises se plaît bien parce qu'on est en altitude. On a de la fraîcheur, tout ça. Donc on arrive à avoir vraiment des fruits qui correspondent à ses besoins. Pour mes préparations, il faut une bonne matière première. Et sans ça, moi, je peux rien faire derrière. C'est vrai que ça, c'est important. Il faut que j'ai un fruit goûteux, un fruit qui soit arrivé quand même à maturité, qui a de la saveur. Voilà, Philippe. Super. Eh bien, merci à toi. Tu pourras faire quelques beaux pots de confiture. C'est parti. Merci. Et les vendre à tes clients. Avant de devenir confiturier, Philippe était cuisinier. Tout au long de sa carrière, il a voulu mettre en valeur les produits locaux.
Il marie ses fruits avec des fleurs ou des plantes aromatiques et puise l'inspiration dans le jardin botanique créé par sa femme. Chaque fois que je vais sur une foire aux plantes, je ramène toujours des nouvelles plantes et je lui fais goûter. Et parfois, voilà, on essaye. C'est comme ça qu'il a créé la cerise au géranium odorant avec un géranium tomatosum que j'avais ramené d'une expo. C'est important aussi de tenter des accords un petit peu insolites. Alors, des fois, c'est un peu osé, mais bon, il faut tenter. On ne sait jamais. Des fois, c'est la surprise. Philippe ne travaille qu'avec des fruits frais. Il prépare les fraises du jour, puis les laisse macérer pendant 24 heures avant la cuisson. Le but recherché, c'est vraiment être sur cette sensation de fruit, mais ne pas être sur une saturation de sucre. Ce qui doit nous mettre en éveil, c'est ce fruit. Le cuivre a ses raisons pour la confection de la confiture. Tout simplement, c'est un très bon conducteur thermique, donc on a une chaleur très homogène. La deuxième raison, c'est que c'est un matériau vivant et c'est ce qui nous permet de mieux conserver les couleurs. Sur le jaune comme l'ananas ou le vert comme le kiwi, on a une meilleure restitution des couleurs. Philippe travaille manuellement et ne peut traiter que de petites quantités de fruits à la fois. L'ingrédient nécessaire pour tout ce que je fais, c'est le temps. Et le temps, c'est vraiment important quand on veut faire de la qualité. Sa méthode de fabrication traditionnelle est à l'origine de son succès. Ces petits pots de confiture ont fait leur chemin jusqu'aux tables de chefs étoilés de la région. Salut Philippe. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu nous ramènes le soleil? Oui, bah écoute, ça arrive. Bienvenue. Philippe Girardon a imaginé une recette sucrée-salée à base de canard et de confiture d'abricot. C'est très fin, c'est subtil. Il n'y a rien de violent quand on met ceci en bouche. On a la couleur, on a le nez, on a l'expression de ce avec quoi j'ai grandi dans la vallée du Rhône. Quand on se promène dans les champs d'abricotiers, on est dedans. Et moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le monde, quand tu vas au nord de Madagascar, Diego Suarez par exemple, la vanille, bah, tu y es. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ils retravaillent mon produit en cuisine. Ça donne une seconde vie, je dirais, à mon produit. On est quelque part les ambassadeurs de notre terroir. Bon, ben, on fait savoir ce qui se passe sur notre beau territoire. Et les gens ont envie de s'y arrêter. L'Europe s'arrête chez nous. Les produits de la vallée du Rhône contribuent à la renommée de la gastronomie lyonnaise et inspirent les meilleurs artisans. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous cette vue imprenable sur Lyon, une vue à 360 degrés d'une des tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Appréciez ce moment avec moi. Bonjour. Bonjour Jérôme. Tu arrives en ville. Je vois, vous savez comment c'est de bonne heure. Petit bruit de réveil pour le matin. Hop, hop. Si tôt que ça. Donc c'est ça, mâchonner, c'est se mettre à table à 8h30 du matin. Et oui, pour être en forme pour une grande et belle journée. Bon, ben, j'ai jamais mâchonné de ma vie, donc je suis ravi de tenter cette expérience avec vous. Alors, on va commencer très gentiment par un petit peu de saucisson. Merci. Et puis ensuite, eh ben, tu vois, regarde, Olivier arrive avec les fameux saladiers. Bonjour. Donc, Bon, ben voilà, je vous ai mis un peu de museau, un peu de pied de veau, des lentilles avec du cervelas, histoire de préparer le gosier. Alors, on se prépare le gosier. C'est un petit moment canaille, comme ça, tu vois, un peu hors du temps. Alors, tu vois, dès la première bouchée, je trouve qu'après, ça passe bien. On a tout de suite faim. Et alors pourquoi le faire à 8h30 du matin? Parce que tout le monde peut le faire le midi ou le soir. En fait, c'est le casse-croûte des canuts, mais aussi de plein d'ouvriers qui commencent très très tôt. Les canuts, c'est ceux qui bossaient dans la soie, Exactement. Les ouvriers de la soie. C'est un moment de détente, on rit, on est vraiment hors de, tu vois, de toute contrainte. Et le mâchon, c'est une pratique qui date de quoi? Du 19e? Alors souvent, on fait le parallèle entre les canuts, la cour des Voraces et la révolte des canuts 1840.
Ce mâchon, c'est pas forcément de l'ouvrier qui revendique. Il y a les bourgeois qui font leur business de la fabrique, la soie, et les canuts qui essayent de faire avancer le métier. Ça va faire juste, hein. Ça, c'est mon assiette? Voilà, c'est juste pour vous. Alors, je vous ai fait un petit cochon farci avec dedans un peu de veau, un peu de porc, que j'ai cuit toute la nuit, tout doucement, avec amour. Eh ben merci, c'est beau, hein. Allez, je vous sers. Un petit peu de fricot, comme on dit par chez moi. C'est où ton chez toi? Bon, chez moi, c'est dans les Deux-Sèvres. Donc c'est la campagne, hein, les tripes, les cervelles et tout ça, on n'a pas peur, nous. Hein. Pardon. C'est l'eau, c'est normal. Retirez-lui son verre de blanc. Ça fond la sauce. Terrible. Ah oui, la cuisson, elle est juste magnifique. Hein. Allez. Cervelle de canut? Une petite cervelle de canut? Allons-y, on n'a rien mangé encore. C'est comme un fromage blanc avec des condiments, c'est ça? Des échalotes, du vin blanc. Moi j'adore, mais c'est vrai que il faut que ça soit relevé. Il faut prendre de la distance quand on parle sur l'interlocuteur après ouais, la cervelle de canut là. Là tu es un Lyonnais pure souche. Là, je suis en pleine éducation, là, je vous remercie. Hein. Vous m'élevez. Alors ici, Jérôme, nous sommes arrivés au quartier de Confluence. Comme tu peux le constater, c'est un quartier entièrement nouveau. Et en fait, ce bras d'eau a été complètement aménagé à partir de la Saône. Et là, il y a une manifestation sportive, là, ce que je vois. Oui. Aujourd'hui, on va assister à un tournoi de joute. D'accord. Attention. Les bleus, les rouges. Tu mises sur quoi? Ah, les bleus. Ah, les rouges. Forcément les rouges. Eh oui, les rouges. C'est ça, j'ai le voilà, on a bien senti le professionnel. Mais les rouges, je suis sûr qu'ils sont plus forts. Ça, c'est de la souplesse. Tu fais pas ça le matin, toi? Ah non. Avant de faire une bonne petite recette, une petite quenelle qu'on étire, non? Juste les étirements des doigts. Bonjour. Bonjour. On se moque pas, on admire votre souplesse. J'ai vu que la position était très athlétique. C'est pas qu'un jeu de force. C'est pas qu'un jeu de force, ça demande beaucoup de souplesse, de technique, de tactique. C'est un sport extrêmement complet. Donc là, vous faites partie d'un club, il y a une fédération Oui, alors en fait, donc nous on est le club des jouteurs de la Mulatière, on est juste au confluent du Rhône et de la Saône. Et voilà, donc notre club existe depuis 1891, donc ça fait un petit moment. Ah ouais déjà. Et voilà, les jouteurs avant c'était des jouteurs sauveteurs, parce que c'était les jouteurs qui portaient secours aux populations lors des crues du fleuve. En France, en joute lyonnaise, on a à peu près 250-300 jouteurs. Donc c'est un sport qui est très confidentiel et trop. Malheureusement. Oui, dans quelle catégorie? Donc moi je suis dans la catégorie des seniors moyens. Donc c'est une catégorie pour les jouteurs jusqu'à 78 kg. Ton prénom c'est? Alexis. Alexis, on va miser sur toi et puis on va te supporter. On va faire des paris. Hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À bientôt. Ah là là, Alexis. Allez, allez Alexis. Vous vous rendez compte la force? On sent la puissance qui est dégagée par chaque... Les bateaux font plusieurs tonnes, alors l'inertie des bateaux... Je connaissais la joute languedocienne, moi. Mais dans le Midi, non? Oui, dans le Midi, c'est ça. Mais c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. Nous, au grand écart, là, ça donne, hein, ça force. Vous en avez fait, vous, de la joute? Vous en avez fait de la joute, vous? Bah, un petit peu. C'est vrai? J'ai 85 ans, j'ai fait 70 ans. J'ai commencé à 10 ans, j'ai arrêté à 70 ans. À 70 ans, vous Mais joutiez pour encore? rigoler, à 70 ans. C'est quoi la règle en deux mots, là, de la joute Eh ben, il ne faut pas mettre les genoux, vous avez droit qu'aux deux pieds qui touchent. D'accord. Deux appuis. Deux appuis. Le but principal, c'est de faire tomber son adversaire dans l'eau. C'est de tomber l'adversaire sans faire de faute. Bon, bah, c'est bien, comme
Comme ça, avec vous, on connaît toutes les subtilités de la Est-ce que je peux serrer la main du multiple champion de France quand même? Merci de nous avoir éclairés sur ce sport. Non, mais ça me gêne un peu. Allez, Alex, allez! Carton rouge, blanc, Alexis de la Mulatière, vainqueur de la passée du jeu. Tu restes sur ton Bravo Alexis! Bravo! Bon Sonia, je vais t'abandonner lâchement. Parce que je vais aller faire la Via Ferrata avec Jonathan Thévenet, que tu connais peut-être. Tu vois qui c'est? Oui, photographe. Et donc on se retrouve demain. Oui, je t'ai préparé une surprise. C'est-à-dire? Elle se situe sur la colline, mais je ne t'en dis pas plus, c'est une surprise. Ok. À demain. Bisous. Merci. Et merci pour ce bon moment. J'ai découvert la joute lyonnaise, je ne connaissais pas. Écoute. C'était chouette. À demain. Ouais, Au prends soin de toi, à demain. Vue du ciel, la Dombes ressemble à une mosaïque de miroirs d'eau où les couleurs et les nuages se reflètent. Située au nord-est de Lyon, c'est l'une des plus vastes zones humides de France. Ses 12 000 hectares d'étangs lui valent son surnom de pays aux 1000 étangs. À l'origine, la Dombes était un immense marécage. Ce sont des moines qui ont créé ces étangs au XIe siècle. Aujourd'hui, c'est un paradis pour les pêcheurs et les oiseaux. La technique de pêche, vieille de plusieurs siècles, est restée la même. Cet étang a été vidé et les hommes commencent par installer leurs filets en haut de la zone où il reste de l'eau, répétant les mêmes gestes que leurs aïeux. Donc là, on va tirer les filets tout doucement pour concentrer le poisson sur l'endroit le plus profond de l'étang, ce qu'on appelle une pêcherie. En l'occurrence, là, c'est surtout des carpes aujourd'hui. Tiens, Pierre, passe de l'autre côté du nom un coup de main, on va d'abord serrer de ce côté-là. Pascal dirige la pêche du jour. Il est pisciculteur depuis 40 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Il exploite plusieurs étangs comme celui-ci. On découvre tous les jours quelque chose d'autre. On a la chance de travailler dans un univers et dans un environnement qui est bon, pas facile, mais qui est à la fois, on se détend, tout en travaillant, ça reste malgré tout un petit peu de la détente. Même si, bon, c'est une détente qu'on paye assez cher, parce que c'est du travail de tous les jours, à n'importe quel moment, même des fois la nuit. Donc la famille, ça passe à côté des fois. Faut que ça soit une passion. Pierre, t'as mis l'oxygène avant? Vas-y. La Dombes est la première région piscicole en eau douce de France. À peine sorties de l'eau, les carpes sont stockées dans des cuves oxygénées pour le transport jusqu'au transformateur qui fournira ensuite des restaurants de la région. Les pêcheurs venus prêter main forte à Pascal sont pisciculteurs eux aussi. Ils perpétuent ainsi l'esprit d'entraide qui caractérise ce type de pêche. Dans la Dombes, la tradition veut que les participants partagent un casse-croûte, comme cette fois les fameuses goujonnettes de carpe. La goujonnette de carpe, c'est un filet de carpe désarrêté et coupé en fines lamelles, comme vous voyez, comme des frites. Bien, il tourne un petit peu. T'as bien travaillé, Henri. On peut dire merci au Gusto. Non, merci aux négociants en qui a poisson. très bien réalisé les goujonnnettes. Le poisson de la Dombes est aujourd'hui menacé, car entretenir les étangs coûte cher et le prix de la carpe est très bas. Pascal et ses collègues se battent pour préserver les étangs et maintenir leur activité. Le poisson d'eau douce était une époque des plats de rois. Les rois mangeaient de la carpe à table. Aujourd'hui, il est important que les poissons soient présents. Et on s'aperçoit aujourd'hui, après des études qui ont été faites, que plus il y a de poissons, plus il y a d'oiseaux. Donc on a le devoir, vis-à-vis des générations derrière, de garder et de protéger ce patrimoine. Seul le maintien de la pisciculture permet de garder en vie tout l'écosystème des étangs. Une flore riche se développe autour des plans d'eau et des centaines d'espèces d'oiseaux viennent s'y nourrir et s'y reproduire. Maurice est passionné par ces oiseaux. Il travaille pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il y a des morillons qui sont juste devant, Maurice et sa collègue sont les yeux et les oreilles de l'étang du Grand Birieux, un espace protégé. Cet étang, avec ses roselières, sert toute l'année de refuge aux colverts, foulques, morillons, hérons et autres espèces plus rares. Ok, tu peux noter déjà une foulque, 2 mâles et une femelle nette rousse.
On fait un suivi, c'est-à-dire des dénombrements réguliers de l'ensemble des oiseaux qui sont sur l'étang, essentiellement des canards, qui sont des très très bons indicateurs du fonctionnement de l'écosystème. Et plus il y a de nichés, et mieux c'est. Maurice effectue ce comptage une fois par semaine en période de nidification. Ces dernières années, la faune a plus de mal à se reproduire, car l'écosystème est mis à mal. Certains étangs ne sont plus entretenus et d'autres ont été asséchés pour permettre la culture de céréales plus rentable. Il y a cette magnifique biodiversité, mais qui souffre. Il y a besoin de beaucoup d'efforts à faire ensemble pour réussir même à inverser certaines tendances. Et c'est sans doute ça qui me donne envie de continuer de travailler sur cette région. Se poser auprès d'un étang ou être au milieu d'un bois, dans sa propre sphère, et puis d'écouter le chant des oiseaux, de se sentir chez toi, parce qu'on connaît absolument tous ces oiseaux qui sont autour de soi, et peut-être même chercher la petite bête, celui qu'on ne connaît pas. Ça, je trouve ça extraordinaire. La Dombes est un milieu naturel vivant qui a besoin de ces étangs pour préserver sa richesse et son identité. Bon Jérôme, on quitte Lyon, je t'emmène dans le massif du Pilat. Ok. Alors c'est un petit parc régional naturel qui se trouve à une 50aine de kilomètres de Lyon. Ok, donc on va prendre l'air. On va prendre l'air. Un petit peu en altitude. Ça va grimper un peu alors. Ça va grimper un petit peu, ouais. On va faire glisser la cervelle de canut. Je mange constamment. C'est bien que tu m'emmènes faire du sport. Le paysage a bien changé là, hein. Là, on est au tout début du massif du Pilat. D'accord. Et le massif du Pilat lui-même fait partie quoi, des contreforts du massif central? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau? Ouais, c'est un bel endroit, hein. On y revient avec plaisir. Et toi qui es souvent enfermé dans ton studio, tu vas avoir envie de grands espaces de nature comme ça. Ouais, exactement. On prend un grand bol d'air. Salut Jonathan. Salut Eric. Ça va et toi? C'est bonne route? Ouais, impeccable. Bonjour, Jérôme. Salut, Eric. D'accord. C'est toi qui vas encadrer un petit peu la montée. Voilà, bienvenue dans le Pilat. Hein. On va traverser tout le gouffre d'enfer. Le gouffre d'enfer. C'est bien, ça donne envie. Hein. Voilà. C'est rassurant. Ouais. Tu connais ça par cœur, toi, ici? Moi, je compte plus le nombre de fois où je suis venu, là, oui. C'est vrai, vraiment? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein? Ouais. Alors, première consigne, ne jamais se décrocher. Ouais. Et puis après, pour progresser, on a des barreaux, des échelles, on a des petits ponts de singe, marcher sur des câbles. Allez. T'as pas le droit de toucher le câble? Sinon, laisse électrifier, c'est ça? Dis donc, vous êtes drôlement rapide là. Hein. Tu veux qu'on ralentisse, Eric? Vous faites ça tous les week-ends? Ah oui, là, c'est déjà un petit peu plus rock'n'roll. C'est un moment à la fois sportif, mais agréable. C'est vrai que c'est une pratique qui dépend beaucoup aussi de l'appréhension au vide. On sort de sa zone de confort. Exactement. Ouais. Il y a combien de mètres de vide alors là, grosso modo? Ouais, on va dire une petite centaine là. C'est pas mal hein, déjà. Hein. Ça fait du bien de se dépenser aussi. Ça procure quelques sensations quoi. C'est vrai que depuis que je suis arrivé, je l'ai plus su dans les papilles, la nature, hein, avec ce que j'ai mangé, mais... C'est un espèce de retour à la source quoi. Voilà. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Attention, Jérôme va y aller.
Oh, c'est chouette. En tout cas, merci pour ces belles sensations et merci à la nature pour ces beaux paysages. Merci à toi, Jérôme. De rien, Jérôme. Bonjour. Bonjour. On vient te déranger en plein boulot. Ça va, Jérôme? Ça va bien. Bonjour. Donc ça, ce sont les fameuses chèvres qui font ton fromage, la rigotte. Voilà. Voilà. Donc là, on va les sortir et puis on ira dans le parc avec elles. T'as besoin de professionnels pour encadrer les chèvres? Ben, j'espère bien. Jonathan, un grand professionnel de la chèvre. Hein. On a déjà un chien de troupeau, il nous manque juste les bergers. Voilà. Allez, on va sortir. Allez, viens vite, allez. T'as combien de chèvres? Là, il y en a 230. Wow. Donc, notre rigotte de Condrieu, c'est un fromage de lait de chèvre. Le terme rigotte, ça vient du terme rigole. Ah, les petites rivières? Les petites rivières qui drainent les prairies du Pilat. Okay. Et il tient son nom de son lieu de commercialisation. C'était vendu à Condrieu. D'accord, très bien. Voilà. La rigotte de Condrieu, c'est un fromage qui a une appellation, je crois. Hein? Oui, on a été reconnu en AOC. L'appellation d'origine contrôlée, c'est l'échelon national. Ouais. On a été reconnu en 2009. Ah oui, en effet. Voilà. Voilà. Et l'AOP? Et l'AOP 2013. Ah oui, voilà. donc... L'AOP, c'est l'échelon européen. Voilà. Bah, c'est chouette, en tout cas. Bon, ben, mangez bien, les filles, bon app. Voilà. Parce qu'à défaut de m'avoir mangé la moitié de mon pantalon et les deux tiers de mon chèche, hein. Bon, allez, on va s'acheter quelques fromages. Allez. Alors, les petites rigottes par 5 ou les petites rigottes par 3? Ah, mais par 5, je vais même te prendre 2 paquets de 5. 2 paquets de 5, ouais, si ça t'embête pas. Magnifique. Je fais partie d'une confrérie et on se réunit de temps en temps où on déguste du vin et de la rigotte. Et justement, il y a une dégustation qui est prévue et ça serait un plaisir d'avoir des invités. Je sais pas, toi, t'as du temps ou pas? Oui, moi je suis en week-end. C'est toi qui me conduis, c'est pour ça que je te demande. Avec grand plaisir. Salut Claude. Voilà, donc, bonjour. Bonjour. Alors, quel comité d'accueil? Quel comité d'accueil? Enchanté. Tu nous amènes des invités, Claude? Bonjour. Donc alors ça, c'est votre tenue de c'est confrère? la tenue de la confrérie du vin et de la rigotte de Condrieu. Très bien. C'est des gens qui aiment les bonnes choses du territoire local, du Pilat, qui se sont réunis il y a 6-7 ans de ça. Ils ont fondé une confrérie pour participer à la promotion du vin et de la rigotte. D'accord. Toi, tu as déjà eu l'occasion de faire l'association Rigotte et Condrieu? Oui, non, c'est une première là. Ouais. C'est une première. Ouais, d'accord. Ouais. Allez, on va goûter. Notre bonne rigotte. Merci. Alors, c'est bon? J'aime bien parce que l'affinage est comme j'aime. Pas trop, voilà, c'est pas trop pâte dure. C'est excellent. Oui. Et effectivement, l'association des deux. Sur celle-là, j'ai mélangé les deux. Je sais pas si sans goûter. Celle de la cabriole et celle. Vous avez goûté celui-là? Très aromatique, vraiment. Donc c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a vraiment cet aspect floral fruité qui est vraiment l'essence du Condrieu et du Vionnier ici, avec en plus la minéralité et la fraîcheur. Donc on a vraiment cette impression de sucrosité, mais qui est une fausse impression parce que c'est un vin qui est sec, mais on a vraiment cette fraîcheur, cette sucrosité. Le problème, c'est que le goûter, c'est l'adopter. Et après, tu vas plus quitter le territoire. Bon, il y a pire comme lieu. Hein. C'est magnifique en tout cas cette région. Hein. À votre à la santé. vôtre. À la confrérie. Merci de votre accueil en tout cas. Aux vignerons. À moins d'1 heure de Lyon, le sud du Beaujolais abrite un trésor. Ici, les murs de chaque maison jouent avec les rayons du soleil et illuminent le paysage. On l'appelle le pays des pierres dorées. Parmi la quarantaine de villages qui le composent, la cité médiévale d'Oin est l'une des plus visitées. Inspiré par le charme des vieilles pierres et la douceur de vivre dans la région, Didier a choisi d'y ouvrir un atelier d'aquarelle dans le village d'Oin il y a 4 ans. Les villages des pierres dorées, en particulier celui-ci, en fait,
C'est un cadeau pour un artiste, en fait. C'est pour un peintre. Parce que c'est plein de couleurs. Donc j'aime bien l'ambiance qui se dégage de ces villages-là. Le côté précieux que tu peux avoir, ces pierres dorées, cet aspect or qu'on a dans les pierres. Finalement, si on l'appelle pierre dorée, c'est peut-être pas un hasard. Alors, pour peindre la pierre dorée, en fait, naturellement, j'utilise de l'ocre que je rallume un petit peu avec une teinte un peu plus orangée, quoi. Les pierres dorées donnent leur identité à la région. Utilisées dans la construction des maisons et des églises, elles sont très prisées jusqu'au XVIIIe siècle. Mais progressivement, les constructeurs les délaissent au profit de matériaux moins coûteux, et les carrières ferment les unes après les autres. À l'abandon depuis 1947, les carrières de Gley étaient le terrain de jeu de Daniel lorsqu'il était enfant. C'était le Colorado. On venait jouer ici aux cow-boys et aux Indiens. Alors on était une dizaine de gamins lyonnais, on venait en vacances et on se frictionnait dans ces lieux. Et puis ensuite on était bons camarades et on rentrait chez soi avec quelques égratignures. Mais c'était tout ça, c'était bon enfant et gentil. Bon, tu vois, il faut à tout prix qu'on essaye de stopper cette végétation sur les hauteurs, là. Avec une poignée de passionnés, Daniel a réhabilité ce site qui est désormais ouvert au public. Je voulais à tout prix remettre ce lieu en état et de façon à sauver ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine important quand même. Au même titre que les pyramides d'Égypte. Cette roche calcaire est présente dans les sols depuis 175 millions d'années. À l'époque, une mer intérieure peu profonde recouvrait la région. On voit très bien les restes de coquillages qui brillent au soleil, vous voyez. C'est le résultat de la sédimentation d'organismes marins qui grouillaient dans ces mers à l'époque, qui avaient une vie, qui mouraient, et donc les éléments du squelette de tous ces organismes marins sédimentaient avec le temps. C'est la roche que vous voyez aujourd'hui, colorée par des oxydes de fer. Pour redonner vie au site, Daniel et ses compagnons ont eux-mêmes rebâti à l'identique la loge des tailleurs de pierre. On aime bien tout ce qui a été fait avec la pierre, les cathédrales, tout ça. On est émerveillés devant le travail que nos anciens ont pu faire. Et je dis souvent que ce lieu-là est plein de la transpiration des gens qui ont sué pendant 600 ans, quoi. C'est quand même magique de se trouver ici. Ces pierres dorées qu'on retrouve partout dans les villages sont aussi sous les vignes. Elles donnent leur goût aux vins de la région. Alors, sur ce type de terrain argilo-calcaire à dominante de pierre dorée, les chardonnays donnent des vins fruités, élégants, racés, et qui se conservent très bien. Et les gamay donnent des vins de garde, des vins de terroir, avec des caractéristiques structurées, des vins puissants et de longue conservation. Cette richesse et cette diversité du terroir sont encore méconnues, et Jean-Pierre et son fils ont à cœur de les promouvoir. Nous produisons des vins rosés, rouges et blancs. Et nous avons 20 hectares de gamay, donc le cépage rouge emblématique du Beaujolais. Je vous invite à rentrer au caveau, nous allons commencer la dégustation. Ces amatrices de vin viennent de Lyon et goûtent pour la première fois une cuvée des pierres dorées. Donc je vous invite à déjà le prendre au nez. On a un côté fruité, beaucoup sur les agrumes, qui est très typique du chardonnay. Petit côté minéral aussi, qui vient du terroir. Et ça avec du fromage aussi, non? Ouais, on peut mettre sur des fromages type Roquefort sans souci. Pour Alexandre, les vins de la région ont trop longtemps souffert de la mauvaise réputation du Beaujolais nouveau. La vigne est là depuis les Romains, et elle a toujours été là. Alors que les Beaujolais nouveaux, c'est une mode commerciale qui s'est développée dans les années 70. Ça fait plus de 2000 ans qu'il y a des vignes ici, c'est que le vin est bon. Et on a une vraie alchimie, un vrai terroir. Donc quand le sol, le climat, le travail des viticulteurs avec le cépage, qui fait qu'on a des vins vraiment spécifiques. À faire redécouvrir. C'est ça aujourd'hui notre enjeu, ce qu'on doit porter, c'est notre challenge. Voilà. Père et fils comptent sur la renommée des pierres de leur territoire pour redorer l'image de leur vin et attirer toujours plus de visiteurs.
Merci monsieur. Bonjour Jérôme. Alain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci de m'avoir convié à une heure qui est la mienne. Je suis très content de pouvoir partager ce début dimanche plus du canal avec toi parce que je pense que tu connais bien le lieu. Alors Alain, dis-moi, qu'est-ce que tu viens chercher chiner aujourd'hui? Je viens pas avec un but. Je me balade, mais pas obligatoirement. Pas obligatoirement. C'est vraiment l'objet qui mystérieux, l'objet qui va te parler, et puis tu vas le marchander ou pas le marchander. Ah oui, ah, on tire à la carabine comme les gamins à la fête foraine. Ah, c'est drôle. Il n'est pas frais, mais bon. Bah, oui, mais enfin, il est comme il est. Alors il est utile pour moi de faire une petite halte. Dis-moi. Vers la porcelaine. Comme dans notre registre, on a aussi le dessin de la porcelaine. On a dans ton activité? Oui, dans notre activité. D'accord, tu dessines voilà, des assiettes des assiettes, des lignes de porcelaine pour des fabricants. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Alors, des nouveautés? Oh oui, plein de belles choses. Oui, pas mal. Celles-ci sont très belles. Petite Gien. Oui, petit Gien. Porcelaine de Gien? Oui. Et est-ce qu'il y a un style de vaisselle qui est vraiment propre à Lyon? Toute cette vaisselle comme ça, avec des petits liserets. Vous avez cette vaisselle. D'accord. Chez la mère Jacquet, Pont de Jazet. Voilà. Alors là, j'allais là quand j'étais enfant, tu vois, c'est drôle. C'est dans l'Ain. Ah oui, oui. Ça, c'est de la vaisselle lourde que tu gardais toute ta carrière. Elle était extrêmement solide. Tu vois, puis avec un petit bourrelet dessous, là. Voilà. C'est ton cursus qui te permet de savoir quelles sont les époques des objets? Oui, j'ai fait les beaux-arts dans les années 70. Ok. J'ai tout de suite travaillé seul en tant que graphiste et illustrateur, donc le dessin. Beaucoup de dessins, et ça marchait très bien, jusqu'au jour où j'ai rencontré Paul Bocuse. Et là, ma vie quand même a basculé professionnellement. C'était dans les années 80, donc on a commencé à dessiner de la porcelaine. Moi, j'ai appris à côté de lui, en fait. D'accord. Et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Dans ton magnifique bolide rouge. Cabriolet traction 1937. Aïe, aïe, aïe. C'est joli là, hein, on est sur les bords de Saône. Là on arrive sur les bords de Saône, cher Paul Bocuse. Dominique et moi, on est venus habiter près de la cuisine en fait. Et gentiment, Paul nous a livré pendant des années de quoi manger. Tu veux dire que monsieur Paul Bocuse venait en personne vous livrer à domicile en moins de 30 minutes? Absolument, absolument, dans son habit de lumière, et la toque, et le grand plateau, et le repas. C'est pas vrai. C'était formidable. C'était un rêve, un rêve. Nous voilà à la maison. Bienvenue, Jérôme. Merci. Merci de m'accueillir chez toi. C'est super joli. Tu as beaucoup d'œuvres, de tableaux, de sculptures. On voit que tu as fait les beaux-arts. T'es Oui, passionné. oui, l'âme d'un chineur, ça s'appelle. Oui. Jérôme, je te présente Dominique. Bonjour. Mon épouse et plus proche collaboratrice. Ravi de te rencontrer parce que j'entends parler de toi évidemment parce que il m'a expliqué que vous travaillez à quatre mains. Oui, tout à fait. Et ben justement, on est en cours sur des illustrations pour des amis en fait, qui sont restaurateurs en Italie. On a déjà fait précédemment des séries d'assiettes pour eux. Elles sont en place chez eux. Alors ça, ce sont les chantiers qui vont arriver là. Donc les sont assiettes, en préparation. Mais la décoration intérieure. Mais la décoration intérieure, l'architecture d'intérieur, ça c'est, comme tu peux le voir, la mer Brasier. Ah oui. Ça va être un très beau bar habillé de céramique Bisazza. Voilà. Et puis ça, c'est une boutique aussi d'un double étoilé. On part toujours d'un crayonné, quoi qu'il arrive.
même si on passe au numérique derrière. Comment vous partagez le travail tous les deux? Qui fait quoi? Chacun des deux fait un peu tout. On cherche tous les deux. Voilà, oui, parce qu'avant d'arriver au moment ça. où on peint, il y a quand même une recherche. On cherche le plus de spontanéité possible. Tu as fait les Beaux-Arts également, toi? Oui, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Lyon, on n'est pas allé très loin. Une équipe professionnelle, plus si affinité. Voilà, et plus si affinité. Alors là, bon, pour revenir, je reviens à Bocuse, parce qu'on est dans la ville de Bocuse quand même. Actuellement, tu as quoi pour lui en chantier, j'allais dire? On est en train de refaire le nouveau sac papier. Je leur ai donné plusieurs maquettes. Je ne sais pas où ils en sont, mais si ça te fait marrer, on peut aller voir ensemble avec plaisir. Je suis jamais allé là-bas. Jamais allé? Non. Eh ben, on y va. Avec grand plaisir. À plus tard alors, Dominique. Oui, à plus tard. Travaille bien. Au revoir. À plus tard. Bienvenue. Merci. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Vincent. Pardon. Bonjour Jérôme, bienvenue. Enchanté, merci. Salut Alain. Tu vas bien? Oui. Bienvenue. Je t'amène mon ami pour un petit tour du propriétaire. Et avec puis, plaisir. par la même occasion, si on peut voir où on en est pour le sac. Avec plaisir. C'est une découverte. Ah, je suis jamais venu ici. C'est la brigade qui bosse. Là. On a un œil sur les cuisines en rentrant. Ça met tout de suite en appétit. Exactement. On va aller voir la dernière création d'Alain. Les sacs. Voilà, ils sont là. Alors, on a ça, c'est fait des épreuves. Moi, j'ai fait quelques maquettes, évidemment. Ce sont tes quelques propositions. directions sont les propositions. J'avais une préférence vraiment pour celui-ci. Oui. C'est vraiment en adéquation avec la carte. Puis j'aime bien les couleurs, je trouve que ça fait chic. Ouais, puis là, le papier a une texture. Oui, il y a une très beau belle papier. texture de papier. On n'imagine pas qu'il y a autant de choses, autant de détails dans lesquels tu interviens. Il y a la vaisselle, mais il y a plein de choses aussi. C'est l'image en général, donc ça touche énormément de sujets. C'est une des salles du restaurant. Voilà. Une des salles, la salle de la cheminée, qui est la salle historique, hein, avec le sol d'époque, volontairement changé. Original cette image-là. Oh là là. Bienvenue dans le temple de Bacchus. Moi, je suis vraiment passionné par le vin, c'est un peu le paradis. Que des trésors. J'imagine qu'il n'y a que des grands crus. On frise combien de bouteilles là, on est sur 17 000 bouteilles à peu près, ici, hein, à petit prix et à grand prix. C'est quoi petit prix, Vincent? À petit prix, à partir de 40 €, on peut se faire plaisir ici, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Carrément. C'est quoi le vin le plus cher? On a des Conti, bien sûr. Ouais. On va dans les cuisines. Les cuisines. À cette heure-là, les assiettes sont sur le pas. Bonjour. Jérôme, Gilles Reynard, le chef. Salut Gilles. Ça va, ça va bien. Donc ça, c'est les assiettes. Hein. Il y a peu de temps, on avait des assiettes plus décorées, plus colorées. Et là, on est passé à quelque chose de plus sobre. Un petit filet discret, la marque. Et une assiette de présentation qui, elle, est plus créative, un peu plus voyante. Soupe aux truffes noires, filet de sole, volaille de Bresse, section de fromage, délices gourmands. Il y a un emplacement pour faire la sieste après tout ça ou pas? Ah ben après, on est en train de réfléchir, on va peut-être faire des chambres à l'étage. Être chef d'un restaurant 3 étoiles, c'est déjà un aboutissement en soi. Être chef d'un restaurant 3 étoiles qui s'appelle Paul Bocuse, c'est le Graal, mais c'est en même temps la plus grosse pression qu'on pourrait avoir, non? C'est vrai qu'on a une certaine pression, mais voilà, comme on a dit avec Vincent, c'est un beau challenge qu'on a à relever. Maintenant, c'est à nous de jouer. Mais on va tout faire pour que le feu ne s'éteigne pas. C'est chouette, je suis très heureux d'être dans cette grande cuisine parce que j'étais jamais venu ici. Très content que tu m'aies emmené jusque-là. Et qu'on m'ait ouvert les portes. Ben voilà, avec très chouette. Vraiment grand plaisir. Bienvenue à Collonges. Merci. En matière de gastronomie, la réputation de Lyon n'est plus à faire. La ville compte des centaines de bonnes adresses. Mais ce goût de la cuisine n'est pas l'apanage des chefs étoilés. D'autres artisans et cuisiniers rivalisent d'idées nouvelles pour partager avec le plus grand nombre leur amour de la bonne table et des bons produits. Ce matin, Quentin prépare la fournée de pain. Il n'y a presque aucun bruit. Contrairement à la plupart des boulangers, Quentin travaille sans machine. Tout est fait à la main. Souvent, quand on parle de pétrissage à la main, les boulangers qui travaillent dans le conventionnel nous prennent un peu pour des fous.
Quentin et ses collègues n'utilisent que des farines bio et cuisent leur pain dans un four à bois traditionnel. Chacun s'occupe à tour de rôle de la fabrication du pain, de la vente ou de la livraison. C'est ce mode de fonctionnement qui a poussé Quentin à rejoindre la Micyclette en 2016. J'avais très envie d'être fier de ce que je fais et que je vends, plus que dans une boulangerie conventionnelle où on mélange des farines toutes prêtes souvent. Et c'est cette envie-là, et je mets en avant le collectif parce que c'est vraiment une chose particulière ici et qui est hyper motivante au quotidien, quoi. Fidèles à leur démarche écologique, ces boulangers pas comme les autres livrent chaque matin leur pain à vélo. Cet après-midi-là, c'est au tour d'Emmanuel de livrer plusieurs épiceries bio. Là, je vais faire une vingtaine de kilomètres entre Lyon et Villeurbanne. Bonjour. Pendant sa tournée de 2 heures, salut, Emmanuel va à la rencontre de ses clients. Bonne journée, merci. Au revoir. À bientôt. À Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon, Juliette, elle, provoque des rencontres autour du repas. Bon bah chouette, on va pouvoir se demander ce qu'on a envie de cuisiner avec tous ces beaux légumes. Dans cette cantine d'un genre particulier, on fait la cuisine entre voisins dans une ambiance conviviale. On est une cantine de quartier, une association, où tout le monde est le bienvenu pour cuisiner avec nous le matin et ou manger aussi ensemble le midi et le soir. En France, peut-être encore plus que dans d'autres pays, la cuisine et le temps du repas, ça rassemble. Ça rassemble quelles que soient nos origines, quel que soit notre âge et quel que soit notre porte-monnaie. Alors, est-ce qu'il y a un tablier? Est-ce que vous voulez un tablier? Allez. Alors un marron, par exemple. Alors là, je suis en charge de faire cuire les oignons et l'aubergine. On a un cake aubergine et fromage qui devrait être bien bon, si tout se passe bien. Alexandre était déjà venu manger ici, mais c'est la première fois qu'il participe à la préparation du repas. Ça fait longtemps que j'avais envie de participer à cette phase de cuisine, mais j'en avais pas le temps, ou plutôt je prenais pas le temps. Et là, il se trouve que je suis entre deux métiers, entre deux jobs, je suis un peu en phase de transition et du coup ça me donne l'occasion de donner un peu de temps. Ah là, je vois que tu mets les queues dans la pâte. Les queues, voilà, on va les mettre en zone sale. Les petites cantines veulent recréer du lien entre les habitants. Je travaille au bout de la rue. Ah oui, c'est plutôt pratique. On va faire ça. À l'heure du déjeuner, des étudiants croisent des retraités ou des travailleurs du quartier. Nous étudiants qui avons des fois un peu la flemme de manger, bah là, hop, on a des petits plats hyper bons, on rencontre plein de gens hyper sympas, on mange très très bien. Du coup, voilà, je suis resté et maintenant j'attire des amis à moi. Chaque repas coûte 9 € à l'association, mais chacun est libre de donner ce qu'il veut pour permettre à toutes les bourses de venir. Lyon est une ville où naissent des idées originales, voire audacieuses. À la commune, un nouveau lieu dédié à la gastronomie, ces jeunes entrepreneurs proposent pour la première fois leurs produits à base de farine d'insectes. On ne voit absolument pas les insectes, c'est vraiment que de la farine. Les insectes sont très riches, notamment en protéines, en acides aminés, en fer, en zinc, en vitamine B12. Et nous, dans notre steak, justement, on a travaillé avec des pois chiches qui apportent une protéine végétale et les insectes apportent la protéine animale. Et dans notre steak, il y a autant de protéines que dans un steak de bœuf, avec un impact environnemental qui est moindre. Charlotte et ses collègues ont travaillé le goût de leur steak avec l'aide de l'Institut Paul Bocuse. Pour ne pas effrayer les consommateurs, ils revisitent un mets bien connu, le mini burger. Donc là, vous avez planche de mini burger, vous avez un tzatziki, un ketchup maison et un fromage au pesto berdé. Mais les clients ne sont pas tous prêts à franchir le pas. Sur le principe, je suis pas contre la farine d'insectes. Je goûterai un jour, ouais, voilà. Ça marche. Si vous avez besoin d'informations. D'autres sont plus aventureux et se laissent tenter. On bouscule un peu les Français dans leur alimentation, c'est assez motivant. Et voilà, il y en a plusieurs des clients qui viennent. Ils sont surpris par nos produits, par ce qu'on propose. Ils viennent à la commune une première fois et quand ils reviennent une deuxième fois, ils viennent pour nous tester parce qu'ils ont eu le temps un petit peu de cogiter. Et voilà, et au bout d'une semaine, ils sont prêts à tester l'aventure et à tester nos produits. Ces jeunes chefs veulent aller encore plus loin. Ils comptent bientôt revisiter le patrimoine gastronomique lyonnais avec des quenelles à base de farine d'insectes.
on arrive chez mon ami Frédéric, qui est en fait paysagiste, apiculteur, jardinier. Ah oui. Et il va nous faire découvrir sa sélection de miel. Bonjour Sonia, Frédéric. bonjour. Tu vas bien? Et toi? Oui, je voulais te balade. présenter Jérôme. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Donc apparemment, tu vends beaucoup de miel. Oui, c'est une bibliothèque de miel. Ce sont que des pots de ta production? Non, alors Ah bon. on a une 60aine de variétés. D'accord. Et du coup, on travaille avec des apiculteurs de France et du monde pour montrer la diversité des miels en fait. D'accord. Du coup, on lance une petite dégustation. Avec plaisir. Le miel d'anis, qui est une petite surprise en fin de bouche. Sonia l'aime bien. Ah oui. Donc en fait, il commence comme un miel un peu classique, un peu à toute fleur, et en fin de bouche, il y a un côté un peu fumé qui arrive. C'est petit à petit le côté saumon fumé. Saumon en fait, fumé qui arrive. apparaît, tu Voilà. vois. C'est ça, le saumon fumé sort du pot de miel. Le saumon, je l'ai pas là. Je crois que Non, j'ai mangé ça va. trop de choses ce week-end. Je suis agueusique, la perte de goût. Voilà, le miel de Frontalière, le fameux, voilà. Ça, c'est celui que tu produis ici? Voilà, dans les jardins. Merci. Donc il a un goût un petit peu mentholé en début de bouche, ça c'est le tilleul qui est très marqué. Et en fin de bouche, il y a un côté très floral, et en fait c'est de la rose, parce qu'on a la chance d'être à côté d'une très belle roseraie, avec et les abeilles en fait font la navette entre les deux jardins et ramènent du pollen de rose qui donne le goût. C'est intéressant. Ça hein. c'est surprenant. Frédéric, on l'emmène découvrir notre surprise? Et bien allez, c'est Allez. parti. Ouais, On y va. j'adore les surprises. Voilà la Porte du paradis. porte du paradis. Voilà, bienvenue au jardin de Fontanière. Ce sont des anciens jardins familiaux qui étaient à l'abandon et qu'on restaure depuis une quinzaine d'années. D'accord. Mais c'est grand. Ça fait quelle surface là? Le jardin fait à peu près 1 hectare en fait. Et on a 40 parcelles de jardin qui font entre 100 mètres carrés et 200 mètres carrés. Chacun a sa parcelle où il peut vraiment faire son bout de jardin. Alors soit des légumes, soit une pelouse avec des fleurs. On est assez ouvert sur le type de jardinage. C'est fabuleux hein, comme endroit. Et Frédéric? Oui. Tu avais parlé, je crois, de ruches sur ce site-là? Oui, on a une quinzaine de ruches. Elles sont là dans le, Ah oui, d'accord. dans ce grand pré. Et alors nos abeilles vont butiner dans un jardin qui est juste à côté. Si tu veux, on peut aller... C'est à côté? C'est juste à côté. Ouais. Ah ouais, bah ouais, je veux bien. On fait un petit saut? Ouais. Moi, je vais en profiter pour vous préparer quelque chose à manger. Bah, on va venir t'aider, on vient vite. Bah, si, bien venez sûr. vite alors. Revenez, je vous attends. La cuisinière a remis sa toque. Elle souffle. Merci en tout cas. À tout de suite. À tout à l'heure. Waouh, magnifique propriété ça. C'est un jardin qui est classé jardin remarquable, qui a été créé par une passionnée de roses il y a plusieurs dizaines d'années. Elle a aujourd'hui une collection assez remarquable de roses anciennes, donc c'est vraiment... Frédéric, toi en tant qu'architecte paysagiste, j'imagine que tu dois prendre beaucoup de plaisir à te promener ici. J'adore découvrir toutes ces variétés de roses, il y en a plus de 600. Donc un petit paradis pour toi et pour tes abeilles, parce que je vois qu'elles sont en train de bosser là. Tout à fait. Elles vont te faire du bon miel. Il y a déjà du monde. Ah mais il y a Jonathan qui est là. Hey. Salut les garçons. Je savais pas que tu venais. Je me suis permis d'inviter Jonathan à notre super. petit pique-nique. Content de te revoir. Ça va, Jérôme? Super bien. Ouais. Ça sent bon, dis donc ce que tu fais. C'est presque prêt. Alors ce sont des cailles marinées avec du miel de bleuet que j'ai trouvé chez Frédéric. Alors on va laisser cuire les brochettes et on va déguster la tourte au Saint-Marcelin, aux fans de radis de Pierrot, et puis plein de petites choses. Merveilleux. Ah! T'es là Emmanuel, bonjour. Bonjour. Hello. Magnifique. Alors vous avez tous aussi des parcelles ici? Oui, aussi. Aussi. Voilà. Jérôme, je profite de ce petit moment de répit pour te faire un petit cadeau. Oh, c'est moi qui devrais vous faire des cadeaux. Je t'ai ramené la photo à laquelle tu as largement contribué. Ah super, ça me fait plaisir. Vous avez vu ce que fait Jonathan? Il a fait une photo artistique sur la quenelle sauce nantua et je trouve ça magnifique.
Surtout cette quenelle au milieu qui est absolument magnifiquement jetée. N'est-ce pas? En tout cas, ça me fait plaisir. Je te remercie, je t'embrasse. Merci à toi. C'est cool, Merci enfin, un à beau toi. souvenir. Merci. Je lève mon verre. Tout d'abord à Sonia, qui nous a préparé cet excellent repas, encore une fois. Et puis merci à toi, Fred, de nous accueillir dans ce lieu formidable. C'est un moment qui est bien à l'image de mon week-end, qui est un week-end de partage autour de bons plats, mais pas que. Cette passion des Lyonnais qui rime bien avec gourmet. Et ça a été un vrai plaisir parce que voilà, moi j'aime beaucoup de fourchettes et j'aime bien les bonnes choses. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et il est temps pour nous de vous dire à bientôt autour d'un bon repas et d'un bon verre, avec modération évidemment. À bientôt, au revoir. Merci à vous deux.